Bonjour à tous. Patrice, bonjour. Bonjour Laurence. Avant d'avoir le plaisir de recevoir Patrice, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ATL Allo Tata Lolo est une chaîne dédiée aux plus jeunes d'entre nous qui sont en phase d'orientation ou de réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter un maximum de métiers, des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les métiers artistiques et artisanaux, bien sûr, qu'on adore ici aussi. Et le but de tout ça, de toutes ces rencontres, c'est de créer un maximum de crush professionnels entre vous et les métiers de nos invités. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Patrice. Patrice, bonjour. Bonjour. Ouais. Rebonjour. Qui es-tu et que fais-tu de beau sur cette planète? Alors, qui je suis et ce que je fais de beau sur cette planète, je suis pas sûr d'avoir vraiment encore la réponse, hein. Ah non, commence pas avec du nébuleux, on va leur faire peur. Alors, qui suis-je? Je suis un homme, un époux, un père de famille, un grand-père. Et ce que je fais, j'exerce un métier qui est le métier de psychologue et de psychanalyste. Ça, c'est bien déjà, Alors, je ça dis fait je bien. fais parce que en France, on a la bizarrerie dans la langue française. Quand on pose la question que faites-vous, Mhm. nous répondons je suis. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que je suis d'abord un homme et que j'exerce un métier. C'est une très bonne précision, c'est vrai. Pour toi, on n'est pas psychologue et psychanalyste. On exerce le métier de On exerce psychologue et le de métier psychanalyste. parce qu'on n'est pas que ça dans la vie. D'accord, bien sûr. Quel beau démarrage. Je suis 100% d'accord. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Alors, c'est certain. Simplement, nous, effectivement, ici, on donne la priorité à la partie professionnelle. C'est Bien sûr, l'objectif de la chaîne. Mais que, bien sûr, on attache une importance phénoménale à la partie humaine, privée, de la personne qu'on reçoit, bien entendu. On se fait plaisir, on reçoit que des gens qu'on a envie de recevoir déjà. Et ça, c'est déjà très sympathique. Patrice, raconte-nous ce que c'est. Je peux dire raconter ce coup-ci, du coup. oui, tu peux dire raconter. Alors, raconte-nous ce que c'est que ce métier de psychologue et de psychanalyste que tu exerces. Alors, la profession de psychologue, c'est une formation universitaire, c'est un diplôme d'État, c'est un titre qui est protégé, 5 ans d'études minimum. Et il y a différentes façons d'exercer la psychothérapie quand on est psychologue. Psychothérapie par la parole, Mhm. on est en relation duel, en face à face ou en analyse avec le patient allongé sur le divan. On peut exercer sous forme de psychothérapie prescriptive. On est dans des Mhm. thérapies comportementales et cognitives. On peut exercer sous la forme de psychothérapie groupale. Mhm. Et on se retrouve à quatre pattes sur un tatami à pousser le cri primal. Par exemple, Mais ça, du fameux Janov. mais ça, c'est pas mon truc. Pourtant, ça a l'air très sympa. Ouais, ça apporte des résultats. C'est-à-dire que il n'y a pas de meilleure thérapie possible. Chaque humain étant différent dans cette altérité, on ne peut pas cloner. Et on ne peut pas dire qu'une thérapie en particulier va correspondre à tout le monde. Bien Donc sûr. c'est à nous de trouver la thérapie qui va permettre de répondre à une demande, à celle de notre patient. Et puis cette thérapie, elle est aussi très liée à nos propres référentiels. Bien sûr. C'est-à-dire que, alors moi j'exerce la psychothérapie par la parole, en face à face ou sur le divan, parce que on est dans les mots, on est dans le sens des mots, dans l'étymologie. C'est quelque part jouer un peu avec le sens de chacun des mots. Mhm. Euh, les mots que nous utilisons, quel sens ça a pour chacun de nous? D'accord. Est-ce que quand j'utilise un mot, ça a le même sens pour mon patient ou pour moi? Et donc ces thérapies par la parole, les références sont des références littéraires, philosophiques, ce qui correspond à ma formation et à mes intérêts. Donc, pour répondre à ta question, voilà, moi, ma formation et mes références sont littéraires et philosophiques, et mon plaisir est de jouer avec les mots, Mhm. d'aller chercher dans l'écoute.
Alors la difficulté, c'est dans l'écoute du patient d'essayer d'entendre, de comprendre ce qu'il ne parvient pas à dire à travers les mots qu'il utilise. Tout à Ce fait. qui m'intéresse davantage, c'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il ne parvient pas à dire. Oui, tout à, oui, ce qui n'arrive, oui, tout à fait ça. Alors, quand tu dis, parce que juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, euh, tu exerces, du coup, tu disais divan et face à face, Mhm. donc en tant que psychologue et psychanalyste. Oui, Donc, tu as les deux casquettes pendant la consultation. non. Alors voilà, En, explique bien ça. en psychothérapie en face à face, la pratique est d'orientation analytique. Mais par une formation complémentaire qui a duré une dizaine d'années, je me suis formé pour être reconnu comme psychanalyste Psychanalyste. par mes pairs. Et donc à ce moment-là, la psychanalyse est une autre approche thérapeutique où sur le divan, on va pouvoir parler de façon, le patient va parler de façon différente. Alors on va plus l'appeler le patient, ça va être l'analysant face à son, alors face, non, avec son analyste. Et l'analyste justement est en retrait. Il n'est pas dans la vue de l'analysant. En face à face, nous sommes tous dans un jeu de rôle. Nous savons tous que quand nous nous parlons, nous nous observons. Tout à fait. Et quand on est sur le divan, ben, on regarde le plafond. Et là, la parole est complètement différente parce qu'on est dans les associations libres, on saute d'une idée à une autre, parce que justement, on ne se sent, on n'est pas dans ce jeu de rôle du face-à-face. On est libéré d'un certain parasitage visuel qui consiste à regarder l'autre, ce qui Oui. est le minimum de respect. Ce que Freud expliquait pour présenter la démarche qu'il avait inventée, cette démarche analytique, il expliquait que c'était pour l'analysant se retrouver par exemple assis au bord de la fenêtre d'un train Ouais, et expliquer de vive voix à la personne qui est derrière lui, assis derrière lui, le paysage qu'il voit défiler en direct. d'accord. C'est-à-dire pour l'analysant, parler sans chercher comment dire, à construire ses phrases, sans chercher à créer un raisonnement, sans chercher à suivre le fil d'une idée particulière, mais voilà, en sautant du coq à l'âne en permanence. D'accord. Et ça crée un discours qui est beaucoup plus libre, dont l'intérêt essentiellement pour l'analyste est d'essayer d'entendre, d'avoir une porte ouverte sur l'inconscient de l'analysant. En fait, on est dans deux inconscients qui se parlent. D'accord. Alors là, c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais vécu cette période, cette Cette expérience expérience-là. analytique. Hein, c'est deux expériences deux inconscients qui se parlent. Pour donner un exemple, je me souviens un jour d'une jeune femme sur le divan qui commence la séance en étant complètement crispée, bras croisés. Elle en tremble tellement Fermée, elle est fermée, elle est serrée. Et là, moi, je commence à souffrir aussi bien sûr. en me disant, on ne va pas faire toute la séance comme ça. Et, et je m'interroge, savoir si je vais intervenir ou pas, si je vais dire quelque chose ou pas. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire quelque chose? Mhm. Est-ce que ça ne va pas perturber la séance? Et donc, je suis dans ce questionnement. Est-ce qu'il faut que j'intervienne? Qu'est-ce que je peux dire? Quoi dire? Et puis, je me décide finalement à intervenir. Et au moment où j'ouvre la bouche, mais je n'ai encore prononcé aucune parole, je la vois tout doucement décroiser les bras et les allonger à côté d'elle. Mhm. Et là, voilà, il y avait cette intercommunication qui s'est faite. Sinon, dans le travail en face à face, la difficulté principale pour le psychologue, c'est d'essayer, euh, ce que je disais tout à l'heure, d'essayer d'entendre ce qui n'est pas dit. Alors, il nous faut énormément de connaissances, C'est sûr. tout à savoir que finalement, nous n'utiliserons pas Mhm. en séance parce que notre démarche va être de faire un peu l'âne. Mhm. J'ai pas bien compris ce que vous me dites. Mhm. Mhm. Je comprends pas bien ce que vous dites là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Développé, tout à fait. Absolument. Et dans ce, comment dire? Donc c'est vraiment avoir en tête
toute une base de données, Mhm. tout un référentiel Riche, important, référentiel. important Ouais. pour finalement dire je comprends pas bien ce que vous dites. Donc on est dans on est dans une démarche où le plus souvent le psychologue arrive après la bataille. Il s'est passé quelque chose. On arrive sur un champ de bataille. Il s'est passé quelque chose et il va falloir aller chercher, comprendre ce qui s'est Ce qui s'est passé. passé. Et dans le travail d'introspection, dans le travail thérapeutique, le patient va faire tout un cheminement. Il va parfois trouver un ou des coupables. Mhm. Euh, L'idée, c'est de ne pas s'arrêter sur le coupable et de vouloir lui faire rendre gorge. Hein. C'est pas le but, c'est sûr. C'est pas le but. L'idée, ça va être de pouvoir continuer à avancer dans la vie avec ou malgré ce qui s'est passé. Tout à fait. Ce qui est plus compliqué, ce qui est plus difficile, c'est quand nous n'arrivons pas sur le champ de bataille après la bataille, mais que nous arrivons dans la bataille. Tout à fait. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est envahi par ce qui se passe, par ce qui nous est donné à voir. L'annonce d'une maladie grave, des violences, un divorce, bon, différentes problématiques où là, on va accompagner le patient dans ce qu'il est en train de vivre. Tout à fait. Alors, Et je suis désolée, je t'arrête juste pour que tu expliques bien et qu'ils comprennent bien à ce moment-là tes interventions. On vient vers toi, fais-nous un peu la liste, tu as commencé à le faire, des raisons pour lesquelles les gens débarquent dans ton cabinet. Qu'on ait le spectre un petit peu, si tu veux, qu'ils comprennent le spectre des interventions possibles. Pourquoi on vient te consulter? alors, pourquoi on vient me consulter essentiellement, ça se fait par bouche à oreille. Mhm. On me trouve effectivement sur Doctolib, etc. Mais euh, on vient me consulter parce que très souvent, enfin, les patients me sont adressés ou m'ont trouvé, ou récemment une patiente qui me dit, je vous ai trouvé sur Doctolib, vous cochez toutes les cases. Bah, c'est bien, t'as raison. De quelle case s'agit-il? Je ne sais pas, mais Les siennes en tout cas, c'était les si elle est siennes. venue. Et justement, ils viennent te voir parce qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Alors, il se passe ou il s'est passé des choses difficiles parce que je me suis un peu spécialisé par la force des choses. En fait, c'est surtout des opportunités, des rencontres qui font que depuis plusieurs années, je suis reconnu dans tout ce qui est psychotraumatisme. Donc j'accompagne énormément essentiellement des questions de violence, violence conjugale, tout ce qui est dans l'incestuel, Ah oui, d'accord. Donc et, violence enfant, violence conjugale. ouais, et viol, etc. Et j'accompagne le plus souvent les victimes, mais j'ai aussi accompagné les agresseurs. D'accord. Sous forme de médiation. Pas vraiment. Non, C'est pas de la non, médiation, tu fais séparément. non, c'est en individuel, c'est D'accord. l'agresseur qui m'est adressé, qui a violenté sa conjointe D'accord. et qui est amené à faire un travail pour essayer de... D'accord. Et donc tu mènes de front, entre guillemets, les Oui, deux analyses, les deux suivis thérapeutiques. Avant qu'on aille plus loin sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire, parce on fonce là-dedans et c'est passionnant, ça t'a pris quand la première fois, cette passion comme ça, cette envie de devenir psychologue et alors ça c'est une psychanalyste? très bonne question, Laurence. Bah, c'est une question importante pour les jeunes qui nous écoutent. C'est une très bonne question parce que pour retracer un peu mon parcours, euh, il y a un fil conducteur qui est cet intérêt, ce souci de l'autre, de l'humain. J'ai une formation initiale, École supérieure de commerce. Mhm. Ce qui est Euh, très logique, hein, on commence bien. Pour un psychologue, c'est idéal. mais en parallèle de ces années d'études et du début de ma vie professionnelle, j'avais un engagement au sein de la Croix-Rouge française. D'accord. Et je suis diplômé en tant que secouriste de la protection civile et de la Croix-Rouge. Et pendant 8 ans, j'ai co-animé les équipes secouristes d'un comité parisien. D'accord.
Ce qui fait que j'ai consacré beaucoup de temps de week-end en garde, en intervention en secours routier, en intervention sur la voie publique, à Mon Dieu. domicile, etc. Donc je suis allé ramasser avec mes équipes quelques morceaux sur les bords de route. Et Hmm. cette prise en charge de la souffrance physique, aujourd'hui, je fais le constat que j'ai glissé progressivement vers la prise en charge de la souffrance psychique. Psychique, tout à fait. Il y a un fil conducteur, Qui est la souffrance, qui est le désir. le Mais ça, je vais désir en de parler. pouvoir le payer. Ah, d'accord. Alors, pour répondre précisément à ta question, euh, j'ai commencé j'ai commencé dans le conseil en recrutement et en chasse de tête. Et dans le premier cabinet de recrutement où j'ai travaillé, il y avait une jeune psychologue, et je crois que c'était toi, à qui j'avais posé la question: comment fait-on pour être psychologue? Et cette charmante et jeune psychologue m'avait répondu: j'ai fait mes études à Paris 5, je ne sais pas, je te donne le nom de la présidente de la chaire. C'est une super fac. Et plein d'espoir, j'ai appelé et j'ai obtenu un rendez-vous téléphonique avec cette personne. Je lui ai exposé mon questionnement. Elle m'a expliqué que je travaillais, ce qui n'était pas faux, qu'elle n'avait pas de formation pour adultes. Mhm. Après une école de commerce, en plus. C'est sûr que c'est pas gagné. Et que, bon, ben voilà. Et j'ai dit merci madame, et on s'est arrêté là. Et pendant une petite dizaine d'années, j'ai refoulé C'est fou, ce qui ça. s'était passé. C'est fou. Et à 39 ans, après quelques années en cabinet de recrutement, j'ai voulu créer mon propre cabinet, cabinet de conseil en ressources humaines, d'accompagnement individuel, centre de bilan de Bilan de compétences. compétences, c'est très Et c'est à intéressant. ce moment-là que j'ai repris des études en psycho. À 39 ans. Et là, du coup, j'avais choisi le bon organisme qui était l'INETOP, l'Institut national d'études sur le travail et l'orientation professionnelle, qui dépend du CNAM, le Centre national des arts et métiers, qui propose un enseignement en cours du soir. Donc ça a été pendant 5 ans pratiquement tous les soirs de 18 à 21 heures sur les bancs d'amphi, le samedi de 9 heures à 18 heures. Donc c'est forcément un choix de couple, un choix de famille, Bien sûr, certains sacrifices, jusqu'à dire que effectivement. finalement, il y en a un peu ras-le-bol, mais c'était ça. Ça a été fait avec passion, tout ça. Avec passion. Et comme j'avais ce diplôme d'école de commerce, Mhm. l'Institut m'a expliqué que j'avais l'équivalence de la première année. Donc je Très suis bien. entré directement en seconde année. Mais en cours d'année, aux alentours de Pâques, l'administration m'a expliqué que, ah ben non, j'avais juste l'équivalence de l'UV, l'unité de valeur de statistique. Ce Bon, qu'effectivement, ce qui était déjà quand même pas mal. pas mal, un douloureux départ, oui. Mais mon entrée en psycho, ça a été de faire d'abord une seconde année et ensuite de partir en première année. Là, c'était davantage, c'était très théorique, c'était beaucoup de par cœur, c'était moins Oui, 2 premières passionnant. années, c'est ça. Et ensuite de passer directement de la première à la troisième année. Très bien. Bon. Euh, Et ça t'a amené à quel diplôme en psycho finalement? Au alors final, ça qu'est-ce m'a que tu as obtenu? amené au diplôme de psychologue du travail C'est ça? en me spécialisant en psychodynamique du travail, c'est-à-dire l'étude de la souffrance au travail sous l'angle psychanalytique. D'accord, c'est très spécifique. Ouais. J'avais fait un stage dans un institut qui accueille des enfants atteints de maladies dégénératives, des enfants qui tous Ok. n'atteignent pas l'âge adulte. Et donc, ça a été c'est un peu technique ce que je vais dire, mais ça a été tout le travail de l'étude des stratégies individuelles et collectives de défense. Comment fait-on pour travailler avec ces enfants-là? Ok. Pour les personnels, infirmiers, euh, éducateurs spécialisés, enseignants. Et la réponse, bah, c'est normal, nous on est des pros. Ok, d'accord. Sauf qu'on n'arrive pas complètement par hasard dans ces métiers-là, on n'arrive Bien pas sûr. complètement par hasard dans cet univers-là. Et voilà, donc je me suis spécialisé là-dessus. Et puis une fois diplômé, ça a été le questionnement de et maintenant je fais quoi? Ouais, bien Parce sûr. que ce que je voulais faire, c'était de la psychothérapie. Euh, Et ça, tu l'as su quand? Ce que je voulais faire, c'est de la psychothérapie. À quel moment tu l'as senti, ça, dans ta vie?
que c'était ton Je choix? pense que ça a toujours été ce désir de venir en aide, de soigner. Ouais, ouais. Euh, Donc ça remonte à ta jeunesse, en fait. Dès la Croix-Rouge ou après? oui, je pense que ça Dès la remonte dès la Croix-Rouge, Croix-Rouge, parce oui. qu'en fait, c'est euh, c'est la question du désir, au sens psychanalytique du terme. Alors dis-le, Alors, explique-nous, parce que tu en avais déjà parlé tout à l'heure et tu voulais le le, développer. le désir, alors c'est Jacques Lacan qui en a donné cette formule en 1960, en disant ne pas céder sur son désir. Alors, ne pas céder sur son désir, ça ne veut pas dire euh, une ouverture, comment dire, la capacité de faire tout et n'importe Mmh, quoi. On n'est pas, c'est pas mai 68. Ne pas céder sur son désir, c'est ne pas renoncer à son désir. OK. Le désir, un autre psychanalyste, Jean-Pierre Winter, en donne la définition suivante. Il dit à peu près le désir est un élan Ouais. qui va au-delà du besoin et en deçà de la demande d'amour. C'est-à-dire c'est un élan qui nous mène sur un chemin où nous avançons quel qu'en soit le prix à payer. OK. C'est important, hein. Cette question du désir, c'est véritablement, c'est pas un souhait, c'est pas un projet, c'est quelque chose Ça qui te vient de nous. dépasse. Ça vient de nous, mais ça nous dépasse, on dirait. Et C'est c'est pas pour ça que je contrôlé. disais que cet engagement en tant que secouriste et à glisser progressivement vers ce que je fais aujourd'hui en psychothérapie, euh, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre à l'avance. C'est dans l'après-coup. Dans l'après-coup, on va se rendre compte que on va pouvoir dire ah ben oui, tel était son désir. Ah, exactement. Ça devait se faire, ça devait se Ça devait dérouler. se. Ça devait se faire, mais ça t'échappe quelque part ou pas? Oui, Ça bien nous sûr, échappe, d'après ce que bien tu dis. sûr, D'accord. bien sûr. Et donc tu le constates avec le recul, ça. Tu peux On pas le constate. en cours de C'est dans route, tu le l'après-coup. constates que Et dalle. non, et non. En D'accord. fait, le, le futur, ce n'est pas demain. Le futur, c'est ce que nous faisons comment nous avançons, ce que nous faisons de nos pas aujourd'hui. Et c'est comment nous avançons aujourd'hui que nous bâtissons ce futur. Bien sûr, bien sûr, Et c'est donc, sûr. c'est cet élan, quel qu'en soit le prix à payer, hein, On y va. on y va. On y va, on y va. Alors, quand on t'écoute, tu vas me dire, c'est évident la réponse quand on t'écoute, mais je vais quand même te la poser. On a très envie de savoir pourquoi tu le fais, ce job, ce métier, Alors, profondément. pourquoi je le fais? Il y a forcément comment dire, une satisfaction. Mhm. Satisfaction de venir en aide, satisfaction euh, d'y trouver une récompense. Mhm. Récompense qui est de voir nos patients avancer. D'accord. Ça, c'est très gratifiant. Moi, ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est quand un patient me dit qu'il n'a plus besoin de moi et qu'il s'en va. Ciao. Très joli, c'est à la Boris Cyrulnik qui dit qu'un bon psy, c'est un psy qui fait que les gens s'en aillent le plus vite possible. Donc c'est une bonne définition que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà, T'as bien bossé, ben voilà, t'as bien bossé, c'est le constat du travail réalisé. bien sûr. Euh, c'est, on pourrait aussi dire que c'est, alors au sens freudien du terme, c'est la sublimation, Mhm. c'est-à-dire rendre socialement valorisable ou valorisé une pulsion. Là, il s'agit en fait d'une pulsion scopique, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. C'est C'est près du voyeurisme ou pas? ah oui, Clairement, ah ben soyons oui, honnêtes. oui, 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 Tout absolument. comme le chirurgien est près du sadisme en faisant... Tout à On fait. est d'accord, C'est le photographe que voilà, l'on va féliciter pour non pas la photo qui est prise, mais pour le regard, qu'il a la porté, scène qu'il a bien sûr. perçue. Voilà. Et donc le psychologue a cette capacité ou ce désir ou cette envie d'entrer dans l'intime, de plein pied d'entrer dans l'intime Mhm, de l'autre. mhm.
c'est clair. d'essayer Il faut de... qu'on se fasse une idée, il faut qu'on l'accepte, il faut d'être- assumer. Un jour, je reçois, anecdote, un jour, je reçois une jeune étudiante en psycho qui venait de faire un stage, était en, je crois, en troisième année, Mhm. et qui me dit, mais j'ai fait un stage dans telle institution, mais moi, écouter les gens, ah non, je peux pas, ça me fatigue. D'accord. Et je lui ai expliqué, ben, mademoiselle, il n'y a pas que de la psychothérapie, il n'y a pas que les entretiens cliniques, hein, on peut travailler sur tout ce qui est les éditions de tests psychologiques, on peut Tout à travailler fait, sur des stats, on tout à peut fait. faire autre chose que de Bien travailler sûr, sur l'humain lui-même. bien sûr. Donc oui, il y a cette sublimation Ouais, de ce désir d'aller comprendre ce qui se passe chez l'autre. bien sûr. Absolument. Alors, quand encore une fois, pour qu'on comprenne bien le métier et que ça puisse bien renseigner ceux qui nous écoutent, euh, la vie d'un psychologue psychanalyste, au quotidien, ça donne quoi? Là, on parle vraiment méchamment concrètement. On est beaucoup assis, on bouge beaucoup, on se déplace, on a un cabinet. Il y a plusieurs formules. Toi, Mm, c'est en cabinet. mm. D'accord? Donc, quel est le rythme qui te va bien toi aujourd'hui, qui est ton rythme? D'autres choisiront quelque chose de peut-être plus frénétique ou moins frénétique. Quel est ton rythme à toi aujourd'hui et en quoi ça te satisfait et ça te donne une belle vie, j'espère? C'est la Alors, question. oui, la vie est belle, forcément. Mhm. Alors, je travaille effectivement en libéral, j'ai mon cabinet, je choisis mes horaires, C'est important ça, je ne fais pas d'abattage. bien sûr. Euh, je pourrais dire aussi que je choisis mes patients. Mhm. Il faut quand même aussi qu'on obtienne des résultats, Bien sûr, c'est-à-dire que l'on puisse s'intéresser ou prendre en charge à des patients dont nous savons que nous pouvons les accompagner de par notre formation ou notre approche méthodologique. bien sûr. Bien Et sûr. ne pas hésiter à réorienter les patients vers des thérapeutes qui seraient plus à même de traiter la Ce que tu fais problématique. très régulièrement, et c'est un réseau, il y Et, a un réseau intelligent, et nous travaillons en réseau. bien sûr. Alors, c'est intéressant de parler du réseau parce on n'est jamais seul, hein, même si on travaille tout seul en libéral, parce que ce sont des groupes d'intervision, parce que Mhm. ce sont des colloques, parce que on échange entre professionnels, on se questionne beaucoup, on a toujours nos pairs pas très loin. C'est très important. C'est vrai. Donc, comment je m'organise? Quelques rendez-vous, quelques séances dans la journée. C'est des séances en psychothérapie, c'est des séances de 50 minutes à peu près, 45-50 minutes. En psychanalyse, où là, la tension est encore plus prégnante, plus forte, c'est des séances plus courtes, d'environ 40 minutes, 35-40 minutes. Euh, je ne prends jamais de notes en entretien. Ok. En séance. C'est une question qu'on me pose souvent, mais vous ne prenez pas de notes. Vous avez une excellente mémoire. Alors, oui et Oui, non. bah oui, tu vois, je pense. Euh, Ce que je fais, c'est après chaque séance, quand le patient est parti, je prends quelques notes, je prends une dizaine de lignes de notes, où j'écris surtout euh, ce que je cherche à comprendre, mes interrogations. Pas forcément ce qui m'a été dit, mais ce qu'il me faudrait investiguer lors de la prochaine Mhm, rencontre. mhm. Très important ça. Euh, je commence à dresser un peu le chemin que nous allons parcourir D'accord, dans mes questionnements. d'accord, Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? bien Qu'est-ce sûr, qui est pas très clair? bien sûr. Il faut Voilà. tout éclaircir pour bien avancer, bien l'aider. Et puis, alors je ne suis pas la caricature du psy qui dit rien, qui annonce, parce que moi j'ai besoin de parler aussi, et je parle assez facilement Tu es avec dans eux. l'échange? Je suis dans l'échange avec eux. Euh, il y a des séances qui sont parfois très, très, très drôles, hein, où on rit. Mhm, bien sûr, la vie. Euh, c'est mes enfants un jour qui m'avaient posé la question en disant: mais papa, comment fais-tu tous les jours pour entendre des personnes qui ne vont pas bien? Et moi j'avais répondu: mais je ris tous les jours. Non, mais pas Bien avec eux, sûr, mais si, mais si si, aussi. si, bien sûr. Heureusement, hein. On a de grandes, d'ailleurs, c'est à hauteur de l'émotion souvent. Le C'est fou rire arrive parce il est bien sûr, salvateur, on c'est- va dire, on en a il y a une besoin. libération, Bien sûr, absolument. bien sûr. Et puis il y a aussi des séances où là c'est un peu plus dramatique. Voire très pesant, voire, C'est très voire pesant. Il y a des épuisant. séances où, face à ce que j'entends, je ne peux rien dire. Mhm, Parce que si je dis quelque chose, je vais dire une bêtise. mhm, Je vais passer à côté. mhm. Donc il y a des moments comme ça où
il y a une telle intensité de souffrance que aucun mot ne pourrait. Donc c'est simplement être le dépositaire d'une parole, Exactement, d'une être là. souffrance. Il y a parfois des moments de silence qui sont très forts, et dans ces moments de silence, j'entends aussi beaucoup de choses. Euh, Heureusement, il y a des moments de grâce Mhm. dans ces séances, c'est-à-dire un patient que l'on a accompagné pendant des séances et des séances, et puis parfois on se dit mais ça avance pas. Ouais, Lui-même dit qu'il tourne en rond, ouais. et puis, et puis un jour, Je ne sais pas pourquoi. on voit, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne Mhm. sait pas pourquoi. Mhm. Et ce qui est intéressant en psychothérapie, c'est qu'on ne sait jamais très bien à quel moment va se produire quelque chose. Mais on remarque qu'il s'est produit un changement. Pas toujours visible à l'œil C'est nu, pas toujours tel que tu le visible. dis là. C'est pas toujours Ouais. visible parce que dans le travail thérapeutique, en fait, il y a 3 temps. Il y a le temps de la séance lui-même, je l'ai évoqué quelques dizaines de minutes. Il y a le temps interséance. Ouais. Alors on essaye, si possible, d'avoir une régularité hebdomadaire et bon. Et le temps global de la prise en charge que je ne connais pas à l'avance, puisque ça dépend de la problématique, Bien sûr, de ce qu'on va t'exposer. absolument. Bien sûr. Le temps interséance est un temps important parce que c'est un temps où l'inconscient va travailler. C'est le temps de décantation psychologique. C'est un temps de décantation, c'est un temps où le patient va repenser à la séance ou pas du tout. Mhm. Euh, Moi, je vois des patients arriver en me disant je viens de faire toute la séance sur le chemin en venant. Bon, ok. Et ils s'aperçoivent en fin de séance que finalement, ils auront parlé de tout à fait autre chose de ce qu'ils avaient imaginé. D'accord. J'ai des patients qui me disent spontanément la dernière fois, nous sommes arrêtés sur Et cette qui question-là reviennent. et j'aimerais y revenir. Mhm. Ils Très bien. raccrochent, quoi. Ils Ils raccrochent, ils raccrochent. reprennent la suite d'un chapitre. Et puis des patients qui arrivent en me disant bah, aujourd'hui, je suis venu parce que je m'étais engagé, il le fallait, mais je ne sais vraiment pas quoi dire. Et en Ok. général, avec un sourire, je leur dis mais ça va faire une belle séance. Et c'est vrai, dans la plupart des C'est cas, ça qui est génial. ça fait une belle séance. Alors justement, on a plein de questions à te poser, mais on est limité, on a décidé de faire des podcasts assez courts, et donc je ne veux pas rater. Alors il y a une chose qu'on veut te demander, c'est est-ce qu'on peut gagner sa vie, on va redescendre bassement matériel, mais Mhm. gagner sa vie correctement et être heureux en tant que psychanalyste, psychologue, tu vas me dire oui, bien sûr. Mais c'est pas là qu'on va devenir riche, mais est-ce que c'est un job qui permet de subvenir aux besoins de notre vie et d'être bien? Je pense que c'est jouable. Alors, oui, c'est jouable. C'est jouable, sinon ce Ouais. serait. Alors, il y a. Bon, la rémunération, elle est faite des honoraires que nous demandons, et en libéral, elles sont libres. Donc, ça va dépendre de la rémunération que l'on demande. Ça dépend de la zone géographique, parce que ce ne seront pas les mêmes tarifs à Paris ou en Exactement. province. Ça dépend du nombre de patients que nous recevons par jour ou Mhm. par mois ou par an. Oui, du rythme que parfois on s'impose pour ceux qui veulent gagner plus d'argent. Ouais. Voilà, c'est un Absolument. débat qui est délicat, hein, savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, ça dépend si, alors, si on est en libéral, si on travaille en institution, Ouais. à l'hôpital ou en maison de soins. Et là, dans la fonction publique, les salaires sont Très, très, dramatiquement très bas. très bas, absolument. Et donc, on voit beaucoup de jeunes psychologues aujourd'hui s'installer en libéral, avec pas toujours le recul Ouais. et suffisamment de bouteilles, Et de mais bouteilles, et parfois voilà. de réseau, et donc ils galèrent un peu parce Et ils que galèrent c'est aussi un l'hôpital peu. ou ça, et ça, il faut le Ouais. savoir. Donc, il faut, si vous devez shifter sur le libéral, le faire éventuellement progressivement, de manière à pas vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Alors ça, c'était la petite parenthèse, c'est pas que ce soit tabou, c'est juste que c'est pas le plus intéressant de notre podcast, mais c'est pour vous dire que oui, on en vit, chacun. Après, à la psycho-industriel, ce que j'ai fait moi, on peut en vivre tout à fait correctement et bien, mais comme on l'a dit avec notre amie Marie, la criminologue qu'on a reçue également, c'est pas dans les métiers de l'humain qu'on va devenir riche, hein, donc c'est pas le thème de On notre est podcast. d'accord. Sur l'humain, c'est pas la bonne voie. Il y a bien d'autres solutions et beaucoup plus cool, plus facile que celle-là. Par contre, je préfère garder le temps pour demander à Patrice une question qui est importante. Je dis toujours, tu vois, tu as devant toi beaucoup de jeunes qui t'écoutent. Mhm. Ton métier, on a compris qu'il était génial pour toi. On a
juste besoin de t'entendre et de t'écouter pour savoir que la réponse c'est ça. J'ai envie de te dire pourquoi il est génial. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour ceux qui éventuellement seraient sensibilisés par justement ton intervention d'aujourd'hui? Pourquoi il est génial? Parce qu'on est on est véritablement dans l'humain De et plein pied. et de plein pied et on est soi-même dans l'humain. C'est-à-dire que pour exercer ce métier, il nous faut, de l'humilité, pas de certitude. Surtout. On ne sait jamais très bien ce qui va se passer. Je ne sais même pas si le patient que j'attends va venir Mhm. C'est vrai, non, mais c'est et vrai. comment va se dérouler la séance. Donc c'est vraiment on est véritablement dans un rapport humain qui est fait d'empathie. Ouais. Et l'empathie, c'est véritablement se mettre au plus proche de l'autre pour essayer de l'entendre, de le comprendre comme si on pouvait être, comme si on pouvait le compre- comme si on pouvait être pas à sa place, parce que c'est pas le bon terme, parce que si on se met à sa place, lui, il disparaît, on lui prend sa place. Tout à fait. Mais C'est c'est pas le but. l'écouter avec ses mots, avec son référentiel, et pas dans la compassion, parce que compassion, c'est l'étymologie en latin, c'est compatire, et ça veut Mm. dire pleurer avec. Alors, si Pleurer on se avec met d'autres. tous à On pleurer, va pas y ça arriver, va pas le faire. c'est sûr. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais pourquoi c'est génial? Parce que voilà, on est dans cette dimension humaine, et moi, c'est ce qui me fait vibrer, Mhm. m'intéresser à l'autre, pouvoir lui apporter cette aide qu'il vient chercher. Et on s'en lasse pas. Non, Hein, c'est bien, et non. question que je te pose. Tu te vois travailler longtemps dans ta vie ou pas sur Alors, ce même métier, entre guillemets? alors là encore, c'est une très bonne question parce que j'ai dépassé depuis quelque temps l'âge de la retraite. Bon, pas vraiment, hein. Pas Ah tant que ça. ben quand même. À peine. Oui, on va dire ça si tu veux. Et donc il y a deux choses. Il y a le désir l'envie de poursuivre et l'envie de passer plus de temps en famille. Mhm. Je disais tout à l'heure que ma reconversion, mon engagement dans les études était une décision de couple, de famille. Bien sûr, bien Euh, sûr. mais j'ai toujours ce désir d'apprendre, d'aller plus loin. Euh, pour preuve, à 61 ans, j'ai repris des études encore Bien sûr. et j'ai passé un diplôme universitaire en psychanalyse à Paris 7 Diderot. Hein. Sur un très joli sujet. On va pas le développer ici, mais Non, on va pas c'était le développer très là. intéressant. Mais voilà, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter et en Hein. même temps, j'ai envie de passer plus de temps en famille. Donc là, c'est mon conflit actuel. Ça se gère, ça. Oui. Alors, ce qui Oui, va se gérer, c'est comment lâcher une partie de l'activité au cabinet tout en poursuivant d'une façon différente, plus calmement. alors justement, on arrive presque au bout du podcast. J'aimerais que Patrice nous donne les quelques verbes qui te viennent, ou peut-être un, deux, trois, peu importe, qui te viennent quand tu as un petit coup de mou, ou quand voilà, c'est gris le matin. Quels sont ces verbes qui te viennent, qui sont tes verbes moteurs dans ta vie depuis le début de ton existence, d'ailleurs pas que en tant que psy, hein. Lesquels sont-ils spontanément? Alors, les verbes, Ou dénominatifs, hein, oui. voilà. L'idée. Euh, Il y a une chose que je dis plusieurs fois par jour face à mes patients, c'est je commence la séance en disant, bon, dites-moi. Hmm. C'est-à-dire, c'est cette quête de ce que l'autre va me dire. Ça, je pense que c'est ce qui me motive. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'écoute? C'est C'est de de la l'éc- curiosité? C'est Oui, c'est de l'empathie? C'est quoi? oui, c'est un peu tout C'est un ça. peu tout ça? C'est un peu tout ça. Et donc, le coup de mou, le coup de mou, ce serait de me retrouver tout seul Mhm. avec personne qui vienne me voir, Avec aucune histoire. avec Avec aucune, his- personne pour te raconter des trucs. avec aucune histoire. Et alors, c'est le paradoxe qui est que je travaille seul Ouais, parce que c'est un choix depuis le départ, euh, mais en même temps, je fais venir les gens à moi. bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai besoin de ce contact. Donc, D'accord. peut-être que la réponse au coup de mou, c'est la rencontre. Ça Ok, pourrait être c'est ça. encore l'autre. C'est encore l'autre.
C'est encore l'autre. Et c'est ça que tu as envie de leur dire. C'est-à-dire que ce métier-là, il est fabuleux pour rencontrer l'autre dans sa forte intimité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, On est très impliqué. c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est s'enrichir de l'autre. Ouais. J'allais dire se Ça- nourrir, moi. je, J'ai envie de je suis, mais ça mais fait je un suis, peu cannibale psychique, mais non, mais je suis d'accord avec j'ai toi. l'impression j'ai envie de dire C'est, nourrir. Ouais. on dit qu'on apprend de l'autre, mais Ouais, c'est vraiment ça, c'est se nourrir de l'autre. c'est vrai. Et, et parfois, je vais le dire comme ça, parfois avec émerveillement. Non, pourquoi tu peux le dire comme ça. C'est un terme. Tu parlais de grâce tout à Hmm, l'heure. J'aime beaucoup cette dimension aussi. hmm, Il y a des moments de grâce. bien sûr. Et il y a des moments où moi, personnellement, dans le métier de life coach essentiellement, je dis toujours, et c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, alors que on s'était absolument pas consulté, c'est qu'on est quand même énormément sur le fil du rasoir. Hmm. Moi, je trouve que c'est un métier, c'est la chose qu'il faut savoir, c'est pas un métier confortable du tout. Alors, est-ce que tu me contredis là-dessus? Alors, si vous n'avez que des certitudes, Faut pas faire ça. on est d'accord. Surtout pas faire ce métier. Faut être prêt à être toujours bouleversé, Oui. jamais sûr et Ce n'est- humble. ce- en psychanalyse, on va dire être l'objet de l'autre. Il faut accepter d'être l'objet de l'autre. Il faut accepter de partir dans des... Il y a des séances où on part dans des délires. Le patient m'emmène dans son délire. C'est son ailleurs. Ouais. C'est des moments d'ailleurs, c'est fabuleux. Et en fin de séance, il faut que j'atterrisse. Je ne sais plus comment je m'appelle. On est parti ailleurs. Ça t'est pas arrivé d'être totalement vidé aussi en fin de séance? Si, Moi, ça m'est arrivé très souvent. si. Vidé. Et à ce moment-là, j'ai une technique, c'est je sors du cabinet, je fais le tour du pâté de maison. Boire un petit café, moi je regarde les gens passer dans la rue. Ouais, il y a une autre vie. Bon, écoute, Voilà. vraiment, ça me fait très plaisir d'entendre tout ça. Merci Laurence. Ça émeut, parce que je crois Pardon. que ça parle à tout le monde. C'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie. On te remercie vraiment pour cette présence. Est-ce que tu as un petit mot d'ordre, une petite citation, un truc qui revient régulièrement, que tu dis à tes enfants, par exemple? Je ne le dis pas aux enfants, mais ce que je peux dire là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est reprendre la phrase de Lacan, ne pas céder sur son désir. C'est-à-dire aller au bout de ce qu'on a envie de faire, au-delà de ne pas se résigner, ne pas se contraindre. Ne pas se résigner, ne pas se contraindre. Ok, c'est magnifique. Ça, c'est du Lacan. Effectivement, moi, je suis Hum. plus freudienne que lacanienne et effectivement, je vais aller creuser. Tu m'as intriguée. On va laisser Patrice et on va le remercier encore une fois pour sa présence, sa présence puissante, parce que moi j'ai les ondes, vous les avez pas. Moi je les ai, et c'était pas triste. Et donc je voulais également vous rappeler, comme il se doit, que vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter, tous les trucs en haut. La chaîne est là pour ça. Juste un petit clin d'œil avant qu'on se quitte, en ayant remercié Nathan pour la technique. On rappelle que notre ami Alexandre Blin, auteur, chanteur, compositeur, acteur, a sorti sa première chanson, on dirait 100% autonome, le 5 avril dernier. Vous le trouvez sur plus de 150 plateformes musicales aujourd'hui, dont Spotify évidemment. Et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de chance au bel Alexandre. Voilà. On se quitte là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Patrice, mille merci encore. Merci à toi Laurence. Que du bonheur, que de l'empathie. Et ne pas lâcher sur son... Désir. Voilà. Ne pas céder. Ne pas céder sur son désir. Soyez vous-même. À très bientôt.